Bonjour, bienvenue à notre podcast 4e de couverture pour notre premier épisode officiel aujourd'hui. Oh yes, premier épisode. Merci beaucoup à ceux en fait qui ont déjà écouté le premier épisode, épisode 0 finalement. On a reçu quand même quelques petits commentaires là, fait que ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Oui, vraiment merci. Puis on s'attendait pas, je pense quand même à avoir si on n'a pas eu un nombre extraordinaire de vues, mais dans le sens que pour nous, c'est déjà beaucoup. Oui, effectivement. Nous, à petite échelle, on trouve ça déjà vraiment extraordinaire que juste 2 personnes qui parlent de leur passion de lecture, en fait, puissent rejoindre un début de communauté comme ça. Mm-hmm. Donc, merci beaucoup pour vos réactions et d'avoir écouté notre épisode 0. Donc, aujourd'hui, justement, pour notre premier épisode, on voulait parler de pourquoi on lit surtout en anglais, parce que vous allez le voir dans nos épisodes qu'on va surtout présenter des livres en anglais. On voulait un peu aborder le sujet de pourquoi, puis aussi de donner des recommandations de livres, de séries en anglais pour soit des gens qui voudraient commencer à lire en anglais, qui savent pas trop justement c'est quels livres qui sont pas trop compliqués, ou juste des recommandations en général. C'est ça. Puis dans le fond, ces recommandations-là, juste petite parenthèse, c'est pas parce qu'on n'aime pas lire en français, et ça peut être des recommandations que n'importe qui voudrait commencer à lire aussi peut commencer à lire, parce que toutes les propositions qu'on va vous faire aujourd'hui, en fait, sont vraiment déjà traduites. Donc, c'est possible aussi de le lire en français. C'est toutes des choses qui sont accessibles. Mais justement, on voulait expliquer un petit peu pourquoi on lit plus en anglais. Donc, je sais pas si tu voulais commencer, Juju? Oui, mais moi, je dois un peu expliquer aussi mon expérience avec la langue anglaise aussi. Oui. Parce que j'ai appris surtout l'anglais quand j'étais au secondaire. Puis justement, j'ai découvert, mettons, d'écouter des séries en anglais. Puis là, c'est là, justement, que j'ai vraiment appris beaucoup d'anglais. Puis là aussi, quand j'ai eu le goût de recommencer à lire, dans le fond, là, comme à peu près autour de 2020 à peu près, là, la première chose que j'ai faite, je me suis dit, je veux pas que ça me coûte trop cher. Fait que là, j'ai comme entendu parler du site Book Outlet, qu'on a parlé au dernier épisode aussi. Mais justement, c'était ça qu'il y a juste des livres en anglais par contre. T'sais, le concept est le fun parce que c'est des livres qui sont beaucoup moins chers. Moitié prix. Pas mal, mais malheureusement pour le moment, en tout cas, c'est juste des livres en anglais. Ouais. Puis là, je m'étais dit, à place de dépenser, mettons, 25-30$ sur un livre que je lirais pas, je vais m'acheter des livres quand même moins chers, peut-être 10$ à la place. Comme ça, je me sens moins mal de dépenser mon argent, mettons. Exact. C'est comme un peu comme ça que j'ai recommencé à lire. Puis après ça, on dirait que c'était comme juste naturel d'acheter d'autres livres en anglais parce que j'aimais ça. En même temps, ça permettait de continuer à comme parfaire mon anglais de plus en plus. Oui, vraiment. Puis avec les réseaux sociaux, je pense que c'est BookTok, tout ça, quand ça a commencé, c'était beaucoup, mettons, des anglophones. Oui. Fait que déjà là aussi, justement, j'avais le goût de lire en anglais. Puis s'il y avait la version anglaise, je me disais, pourquoi pas le lire en anglais. Parce que je sais que d'habitude, les traductions, j'aime moins ça. On dirait que j'embarque moins. Exactement. Puis c'est ça qui fait la différence aussi, c'est que, justement, je me dis, vu que je comprends l'anglais, pourquoi que je lirais une traduction, que souvent c'est plus cher aussi. Ça, c'est quoi j'ai remarqué dans les librairies, que les traductions pouvaient être au moins 30-35$ même. Là. Vraiment. Puis je te rejoins beaucoup là-dessus parce que moi, dans le fond, j'ai fait un parcours anglais enrichi là, dès que j'ai pu m'inscrire à l'anglais. Fait que tu sais, 6e année à peu près, ma mère aussi, prof d'anglais et prof d'éduc, qui avait finalement choisi plus tard de continuer en éducation physique. Fait que tu sais, la télé en anglais, c'était quelque chose de courant chez moi aussi. Fait que je me suis dit, effectivement, quand que je suis retournée dans la lecture, on en avait parlé un petit peu dans l'épisode précédent, que ça avait vraiment été à Cotard, ou A Court of Thorns and Roses, qui est écrit par Sarah J. Maas, qui m'avait vraiment remis dans la lecture. C'est pas nécessairement parce que je voulais le lire en anglais, mais ce livre-là a été écrit en anglais. Fait que tu sais, c'est plus dans l'optique, moi en tout cas, quand je regarde quand je lis des livres en anglais, c'est parce que je me dis, ok, c'est comme ça qu'on devrait le lire presque, parce que c'est comme ça qu'il a été écrit. Maintenant, il y a des traductions qui sont vraiment excellentes, cela dit, parce qu'on s'entend qu'il y a des propositions qu'on va vous nommer qu'on a déjà lues en français avant de le lire en anglais, en tout cas. Puis, ça fait en sorte aussi que ça rend ça plus accessible pour ceux qui savent pas parler nécessairement en anglais. Mais effectivement, que quand on sait parler en anglais puis qu'on a accès à ces livres-là, d'autant plus que c'est moins cher, effectivement, je te rejoins là-dessus. Ouais. Aussi, on garde le style de l'auteur. Oui, c'est ça que, justement, c'est comme un peu la même chose quand tu écoutes une série ou un film
que justement que c'est traduit, on dirait que tu perds un peu comme la personnalité des personnages. C'est ça. Tu sais, vraiment l'essence que la personne qui a fait le script voulait. Fait que c'est un peu la même chose dans les livres, c'est que justement, tu sais, l'auteur l'écrit d'une façon, puis c'est pas toujours possible de le traduire exactement en français. Tu sais, c'est sûr, il va toujours avoir une différence. Absolument. On dirait que je préfère justement vraiment, tu sais, savoir un peu l'écriture, la plume de l'auteur, tu sais, l'auteur en tant que tel, malgré qu'il peut avoir des bonnes traductions, puis ça reste que je pense que c'est quelque chose d'important parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui parle anglais, puis c'est pas grave non plus, là, dans le sens qu'on peut être autant un lecteur si on lit des traductions ou des versions originales. Oui, absolument, absolument. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que essentiellement, je pense que les traductions sont faites justement pour garder le sens puis garder la compréhension. Mais des fois, il y a des petites choses de style qu'on voit qui se perdent un peu. Puis pour ceux qui aiment beaucoup lire comme Juliane puis moi, ben souvent on va annoter certains passages de livres parce que oh wow, c'est tellement bien écrit comment que c'est. Fait que malheureusement avec la traduction, des fois c'est des petites choses qu'on peut perdre. Fait que c'est des choses aussi qu'on va pas retrouver nécessairement dans la traduction. Puis un autre point aussi, ben, que tu as parlé un peu sur BookTok puis tout ça, tu sais, on est beaucoup influencé par la société américaine, les États-Unis. Ben oui. Puis malheureusement, ben présentement, la plupart des BookTok qu'on voit, ben c'est en anglais, puis ça fait en sorte que aussi tous les termes, tout le vocabulaire justement qui se vient avec la lecture, de trouver des types de lecture, ben c'est en anglais. Fait que veux pas, c'est un peu une meilleure façon de connecter avec les suggestions de chacun, les tropes qu'on va expliquer un petit peu plus tard, juste comme les styles d'auteur, tout ça, de suivre aussi ce qui est les palmarès de lecture, parce que de français à anglais, c'est pas du tout la même chose. Fait que c'est ça. Je pense que c'est juste par habitude puis par intérêt qu'on le fait, pas nécessairement parce que les francophones font pas de la bonne écriture, parce que... Non, parce que c'est sûr que, tu sais, il y a le côté de la lecture québécoise, tu sais, que pour moi, je trouve ça différent de lire un livre, tu sais, québécois, qui a été vraiment écrit par un auteur, tu sais, en français première langue, puis une traduction. En tout cas, moi, j'ai vu vraiment une bonne différence. Ben oui. Puis, par exemple, les livres québécois, là, j'embarque plus parce que, justement, tu sais, tu le vois, là, que c'est comme ça que ça a été écrit. Tu sais, il y a des termes québécois, tu sais, qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Ben oui. Tu sais, fait que je trouve, pour moi, en tout cas, c'est plus attirant comme lecture qu'une traduction. Ça reste que j'ai comme un peu l'habitude d'aller vers des livres anglophones en premier, mais ça reste que il y en a des très bons livres québécois. Puis c'est quand même dans mes objectifs de découvrir ça un petit peu plus. Exactement. Tu sais, mettons, là, cette semaine, j'ai lu un livre québécois, puis je me suis acheté une série de livres québécois aussi. Fait que déjà là, c'est comme, tu sais, je veux aussi, tu sais, voir qu'est-ce qui existe au Québec parce que ben, c'est sûr qu'il y en a des excellents livres aussi. Ben oui, puis tu sais, on en a parlé un peu aussi à notre épisode de départ, mais tu sais, veux pas, c'est ça notre première lecture. C'est ça qui nous a... Sans ces auteurs-là, on serait pas ici en train de lire, en train de parler de nos lectures, tout ça. Tu sais, je pense à Brian Perrault, dont j'ai parlé pour Amos d'Aragon, India Desjardins, avec Aurélie Laflamme, puis aussi Prisca Poirier, dont j'avais pas nécessairement parlé, mais Le Royaume de Lénacie, ça aussi, ça avait été quelque chose qui m'avait beaucoup attiré dans la lecture. Fait que, tu sais, moi, je pense toujours, mes meilleurs souvenirs de livres, je pense, c'est les visites au salon du livre, là, tu sais. Fait que c'est sûr que éventuellement ça va être dans nos objectifs de se replonger un peu dans la lecture québécoise, mais c'était juste pour présenter un petit peu notre raisonnement par rapport à la lecture en anglais, parce que, veux pas aussi, moi, je sais pas si ça te fait ça, mais, tu sais, vu qu'on habite au Québec, puis qu'on se fait parler en français constamment et tout ça, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de pratiquer. C'est comme une seconde nature, une langue qui est notre première langue, finalement. Tandis que l'anglais, on n'a pas nécessairement l'occasion non plus de tout le temps le pratiquer. Fait qu'effectivement, ça fait une bonne pratique pour continuer à consommer du contenu en anglais puis d'être capable de comprendre ça. Puis aussi, moi, j'ai l'impression, je sais pas si ça te fait ça toi aussi, mais j'ai l'impression que ça me plonge beaucoup plus facilement dans un autre monde. Parce que ça fait comme naturellement un switch de OK, vrai. On est ailleurs. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que justement, tu sais, ce qui est le fun en lisant, c'est justement, tu sais, d'être dans un autre monde, tu sais, d'être dans un univers différent, juste des personnages différents, mais c'est sûr que c'est peut-être plus facile de faire la coupure en switchant de langue. Oui. Parce que justement, tu sais, nous, on habite en région aussi, là, tu sais, c'est différent de quelqu'un qui habite à Montréal directement, mais on entend quand même rarement des gens parler en anglais. Tu sais, dans les magasins, tout le monde parle français. Fait que c'est sûr que ça permet de, justement, tu sais,
plonger dans quelque chose de vraiment différent, puis en même temps, c'est sûr que ça l'aide à avoir plus de vocabulaire, puis à apprendre des nouveaux mots. Juste, ça reste qu'en lisant, je pense que mon anglais s'est quand même beaucoup amélioré. Ben, probablement, tu sais. Parce que dans le fond, c'est comme n'importe quoi, à force de pratiquer. Fait que, tu sais, quand on en lit, quand on en consomme, puis tout ça. Mais ouais, c'est ça. J'ai réalisé ça cette semaine, justement, parce que une des façons que j'aime consommer la lecture aussi, c'est par audiobook. Puis, des fois, les livres audio, ça nous permet de se plonger. Puis, justement, en anglais, on dirait là que je sais pas, ça faisait vraiment comme une transition. Je savais déjà que j'étais pas dans le même monde pis tout ça. Fait que... Peut-être qu'on va en parler, je sais pas, on en a mis plus de livres audio, là. Oui, effectivement. Mais je suis curieuse de voir, vous autres, c'est-tu quelque chose que vous aimez, les livres audio? C'est-tu quelque chose que vous écoutez fréquemment? Maintenant, il y a quand même plusieurs façons, mettons, de Audible, là, c'est quand même quelque chose de très, très connu. Oui, exactement, sur Spotify maintenant, qu'il y a des livres audio. Oui. Puis non, c'est ça, c'est vrai, ça serait une bonne question à poser. En fait, le ratio livre-papier versus livre audio ou même livre électronique là, sur les tablettes. Parce que c'est quand même quelque chose de nouveau, un peu une nouvelle que je me suis acheté une liseuse. Oui, c'est vrai! C'est une Kindle! Je me suis acheté une Kindle, ça fait vraiment longtemps que j'y pensais. Puis pendant longtemps, je me disais, hey, non, moi, je suis une fille de livre-papier, je m'achèterai jamais de liseuse. J'étais comme vraiment contre ça. Puis là, de plus en plus, on dirait que je voyais les avantages d'avoir vraiment une liseuse, dans le sens que ça te permet des avantages qu'un livre papier te permet pas. Juste de pouvoir traîner plein de livres en comme une petite tablette, pouvoir lire dans le noir, pouvoir lire couché sur le divan. N'importe quelle position. Ben, c'est ça. En gros, la liseuse, finalement, c'est pour les lecteurs paresseux. Ça évite de porter des charges lourdes, ça évite... On peut se mettre dans toutes sortes de positions. Non, mais plus sérieusement, moi, présentement, ce que je suis en train de lire, justement, j'en avais parlé à l'autre épisode, je les ai pas finis encore, mais c'est dans la série Throne of Glass de Sarah J. Maas, qui sont des bonnes briques. Puis, où est-ce que je suis rendue? J'en ai 2 en alternance. Fait que définitivement que la liseuse, ça peut aider pour ça. Oui. Puis justement, ça peut faire une bonne transition pour ce qu'on s'en vient vous présenter aujourd'hui. C'est nos recommandations, en fait, pour commencer tranquillement la lecture ou la lecture en anglais tout court. Puis la liseuse, ça en fait partie. Parce que définitivement que quand on est capable d'avoir quelque chose qui ressemble à un écran qu'on consomme d'habitude, mais qui, sans la lumière bleue, finit par être mieux finalement pour nos yeux. Oui. Fait que c'est ça. Des fois, ça peut être moins intimidant qu'une grosse brique à tenir. Juste de l'avoir en écran puis d'être capable de le consommer plus vite. Moi, personnellement, je lis plus vite de cette façon-là aussi. Ben, je pense que c'est quand même de quoi de commun que j'ai entendu souvent de beaucoup de gens qui ça leur permet de lire plus vite parce que justement, tu vois pas, tu peux voir, mettons, tu es rendu à quelle page, combien de pourcents, mais tu vois pas vraiment le livre physique que tu peux dire, ah ben là, j'ai juste lu ça. C'est ça peut être décourageant de où est-ce qu'on est rendu, surtout quand on commence la lecture, là, puis que, tu sais, c'est vraiment gratifiant d'avoir terminé un livre, fait que de savoir que justement on s'en rapproche, là, tu sais, on a tout le temps le petit pourcentage en plus en dessous, là, fait que veux-tu présenter ton premier livre? Ben, justement, on voulait présenter un peu par catégorie de livres, un peu nos recommandations en anglais, recommandations pour commencer à lire en anglais. Exact. On pourrait y aller avec la romance en premier? Oui. Fait qu'on peut commencer avec les romances, effectivement. Fait que justement, premier livre que je voulais vous parler, qui est plus un roman graphique. Oui, comme ça exactement. Ça. Dans le fond, c'est Heartstopper de Alice Oseman, qui est justement un livre graphique, si je monte un peu, là. Fait que c'est sûr que c'est différent d'un roman classique que c'est des gros paragraphes, des descriptions pendant des pages et des pages. Donc, pour quelqu'un qui commence à lire en anglais ou qui se dit, ben là, je suis trop poche pour lire en anglais, ben ça, tu sais, justement, c'est surtout des dialogues. Il n'y a pas vraiment de description, puis il y a des images. Ce qui fait que tu peux comprendre des choses juste en voyant les images aussi. Fait que des fois, s'il y a des mots que tu comprends pas, ben tu vois l'image, fait que tu peux déduire un peu c'est quoi. Fait que c'est une série de 5 livres actuellement. Il y en a un 6e qui va arriver. Il y a une série sur Netflix aussi. Oui. Qui a dans plusieurs langues. Fait que c'est sûr que ça peut être, par exemple, un livre, je sais pas, soit que vous écoutez la série en premier ou que vous lisez le livre en premier. Puis justement, ben, ça peut aider à mieux comprendre, de lire un peu de lire et écouter les 2 formats qui sont disponibles. Dans le fond, ça, c'est un livre jeune adulte qui une romance là, entre 2 garçons du secondaire qui habitent en Angleterre. C'est vraiment cute, c'est vraiment sweet. Vraiment! Juste l'émission, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, les livres, je trouve que c'est vraiment bien fait parce que, des fois, tu lis un livre puis le film est comme vraiment pas pareil. Là. Des fois, ça arrive qu'il change beaucoup de choses.
ces livres-là, c'est pareil dans l'émission. Là. Même, des fois, le linge qu'ils portent, les scènes, ils ont fait la même chose dans l'émission. Fait que moi, c'est vraiment une recommandation que je fais à n'importe qui là, qui veut. Absolument. Puis c'est une bonne transition entre la BD puis le roman, parce que c'est comme, finalement, un petit peu plus lourd au niveau de l'écriture, mais vraiment très similaire à une BD. Fait que, tu sais, ça se lit vraiment super C'est ça, puis ça se lit très vite aussi, parce que justement, vu que c'est surtout des images, t'es capable de lire ça en une demi-heure, là. Honnêtement, c'est vraiment pas long, là. Elle, oui! C'est ça, c'est quelques petits mots par page, là. Fait que ça se lit vite, fait que c'est pas décourageant non plus de dire, ah ben là, il me reste 500 pages à lire. Absolument. Tu sais, ça se lit comme en un après-midi, là. Oui, définitivement. Moi, je peux continuer, en fait, dans les romances. Je sais peut-être dans les romances, en fait, qui ont des séries, parce que, justement, ça, c'est une série qui est sortie sur Prime Video, je pense. Oui. The Summer I Turned Pretty, qui est une petite romance, en fait, là. C'est l'histoire, finalement, d'une fille qui s'en va à chaque été avec sa famille rencontrer l'autre famille qui est déjà sur place. C'est sa mère, en fait, puis la mère des garçons, là, qui sont des meilleurs amis. Donc, à chaque été, c'est comme un classique, ils se retrouvent. Puis là, un peu comme n'importe quel ami qui vieillit, ah ben, tout d'un coup, on se rend compte qu'on a peut-être des petits attraits amoureux. Donc, c'est vraiment super cute. Comme, il faut dire que c'est un triangle amoureux aussi, oui, là, pendant toute la série. Effectivement! Oui, fait que c'est quand même quelque chose à savoir parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça, les triangles amoureux. Ah oui! Oui, moi, c'est quelque chose que je vois souvent que les gens aiment pas ça. OK. Ça dépend, tu sais, si c'est bien fait, ça peut être correct parce que dans ces séries-là, c'est comme tout le temps, ah ben t'es-tu genre Team Conrad ou t'es Team Jeremiah. C'est quand même le fun genre de débattre avec les gens. Puis à date sur Prime, il y a 2 saisons. Puis la 3e saison s'en vient. C'est comme une saison par livre. Fait que là, les livres, ça fait quand même longtemps déjà qu'ils sont sortis. Exactement. Les livres sont déjà terminés, mais ça se trouve être quand même vraiment super facile à lire. Puis c'est ça. C'est un livre qui a été écrit aussi par l'auteur qui a écrit To All the Boys I've Loved Before, qui est aussi un livre. Une série de films sur Netflix. Une série de livres aussi. Là. Et une série de livres. Donc, oui, vraiment, une belle petite romance d'été. Ça se lit vraiment facilement. C'est quand je les ai lus, je lisais ça en un après-midi. Là. Oui, ben c'est ça, exact. Ça se lit vite, c'est écrit gros. C'est pas des gros livres non plus. Pas. Donc, ça peut être un bon encouragement. Moi, la prochaine romance que je vais vous parler, justement, j'avais parlé la dernière fois des livres de Colleen Hoover. Je voulais en parler dans le groupe d'aujourd'hui parce que c'est des livres qui sont vraiment faciles à lire. C'est pas une écriture qui est compliquée. Elle a quand même beaucoup de livres, elle doit en avoir au moins une quinzaine, une vingtaine. Aujourd'hui, je vous ai amené Hard Bones. Par contre, ça, c'est l'ancienne couverture. Là. Il y a une nouvelle couverture qui est sortie qui est comme plus bleue. Là. Par contre, celui-là, c'est une romance, je pense qu'il est plus comme jeune adulte, une romance d'été aussi. Fait que, tu sais, mettons, si ça vous tente d'ici la fin de l'été de lire quelque chose qui se passe l'été sur la plage. Dans le fond, c'est une fille qui vivait avec sa mère, mais sa mère qui a beaucoup de problèmes de consommation, santé mentale, qui s'en va habiter chez son père, qui habite, me semble, sur la plage. En tout cas, c'est vraiment comme dans une petite ville charmante. Puis elle fait la connaissance de son voisin, qui est un gars là, qui passe l'été là. Sauf que, en tout cas, il y a des choses qui sont pas dites, il y a des secrets, tu sais. Si vous avez lu du Colleen Hoover, il y a toujours un twist dans ces livres. Toujours quelque chose qui arrive qui change l'histoire, qui change un peu comment la fin serait. Celui-là, justement, c'est un livre qui est pas très long, l'écriture est grosse. Moi, j'ai pas trouvé compliqué du tout à lire. Fait que je pense que c'est un bon début pour quelqu'un qui lit en anglais. Puis cet auteur-là, en général, parce que c'est pas justement une écriture qui est compliquée, ses livres sont courts d'habitude. Fait que moi, justement, quand j'ai commencé à lire, j'ai lu beaucoup de ses livres. Maintenant, on dirait que je recherche peut-être quelque chose d'un peu plus... complexe. Peut-être complexe ou plus complet, mais ça reste que je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de gens quand même. Absolument. Puis tu sais, Colleen Hoover, je pense que maintenant c'est un nom qu'on a entendu beaucoup, qu'on va entendre beaucoup. Il y a It Ends With Us qui a justement un film qui va sortir bientôt. C'est ça. Ça aussi, ça peut être. Puis tu sais, des petites romances d'été comme ça, c'est toujours des bons livres là, à choisir pour commencer finalement. Donc, justement, parlant de petites romances d'été, ma prochaine recommandation, c'est Beach Read de Emily Henry, qui est un classique. J'aime tellement cet auteur-là en passant. Là, je pense que quand on découvre Emily Henry, on tombe en amour avec son écriture, la façon qu'elle construit des histoires, c'est tellement réaliste, c'est touchant.
Fallait que j'en parle, là. On peut Oui, ben oui, absolument. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pour ça que je parlais de Beach Read. En fait, c'est pas juste Beach Read en particulier, mais le monde de Emily Henry en général est très, très accessible pour quelqu'un qui commence à lire. C'est en particulier Beach Read, une petite histoire là, qui se passe justement sur la plage. On a deux auteurs, en fait, qui se rencontrent, qui se connaissent déjà un peu. Il y a un petit passé entre eux, pas tout à fait ennemis, mais ils s'aiment pas beaucoup. Puis justement, ils se trouvent à être voisins dans deux maisons de plage. Donc, ils vont se rencontrer. Une écrit de la romance, l'autre écrit plus de la fiction en général. Puis, ils vont échanger de genre. Donc, ça peut être vraiment intéressant comme petite lecture. Donc, c'est ça. Encore là, écrit un petit peu plus petit, mais on a souvent aussi des textos comme ça ou des intros où est-ce qu'on change un peu là, le style de l'écriture. Donc, c'est vraiment très léger à lire, très facile d'embarquer dans ces histoires-là. Donc, et puis en passant, en tout cas, juste pour ajouter, là, parce qu'on parle aussi des versions livres, séries, il va y avoir un film sur Beach Read. Dans le fond, ça, je savais pas oui, ça! Oui, oh my god! Parce que dans le fond, presque tous les livres d'Emily Henry, dans le fond, les 5 là, qui un peu, c'est pas des séries, mais tu sais, ils se ressemblent. Mettons, on a Beach Read, on a People We Meet on Vacation, on a Books Lovers, Happy Place, on a Funny Story. Ils vont chacun avoir soit une série ou un film qui sont en train de se produire. Oh fait mon justement, Dieu! on va pouvoir voir un peu les personnages d'Emily Henry sur nos écrans. Oh, wow! Fait justement, ça peut être le fun de lire avant qu'ils sortent. Il n'y a pas de date annoncée ou rien, mais dans les prochaines années. Puis pour moi, vu que j'ai lu comme presque tous ces livres, en tout cas ces livres récents, tu sais, c'est pas. Je trouve pas que c'est des livres compliqués au niveau de l'écriture, mais comment qu'elle écrit, on dirait que ça t'émerge vraiment dans l'univers. Puis tu sais, on dirait que t'es comme dans les pensées de la personne, t'es vraiment comme. On apprend vraiment à bien connaître les personnages. On dirait que t'es comme un autre personnage. On dirait que t'es comme quelqu'un qui vit dans le village, qui sait un peu qu'est-ce qui se passe. Là, ouais. Mais oui, puis c'est vraiment des genres d'histoires qui se prêtent bien à un scénario de film. Là, donc, vraiment intéressant. La prochaine romance que je voulais vous parler, on va ignorer la couverture qui est, qui est vraiment laide. Par contre, il y a de nouvelles couvertures qui sont vraiment plus belles. C'est une série. Dans le fond, ça s'appelle la série Off Campus de Elle Kennedy, qui sont des livres romances sportives. Dans le fond, c'est des gars qui jouent au hockey dans une université aux États-Unis. Il y a 4 livres, dans le fond, 5, là, mais le 5e, c'est comme un peu un épilogue de tous les personnages, parce que c'est une série de livres indépendants, mais qui sont interreliés. Par exemple, le premier livre, on a un couple qui est Hannah et Garrett, qui est le premier couple. Puis dans les 3 autres livres, on a 3 autres couples différents, mais c'est dans le même univers, c'est son ami. C'est vraiment un groupe d'amis, ils ont chacun un peu leur histoire d'amour. Fait que justement, je les propose parce que c'est pas des livres qui sont compliqués à lire du tout. Là, ça se lit hyper bien, il n'y a pas de vocabulaire hyper compliqué. Pour vrai, je trouve que c'est une bonne façon de commencer à lire en anglais. Je voulais le montrer un peu par mes recommandations aussi. Juste pour peut-être résumer le premier livre là, qui est de Deal. Dans le fond, la fille elle aide le gars un peu comme dans ses études. Puis là, en échange, lui il l'aide justement un petit peu à sortir de sa zone de confort. Puis là, c'est sûr qu'il tombe en amour. Là. En tout cas, moi, c'est mon tome préféré dans toute la série. Là. C'est vraiment lui que j'ai préféré. Fait que, mais là, je vous propose la série en général aussi. Là. Oui, exact. Puis ça peut être des bonnes idées aussi de lire de commencer des séries qui sont toutes un peu indépendantes. Fait que peu importe un peu l'ordre ou celui qu'on préfère, avec des mondes qui gravitent toujours un peu entre. Fait que, tu sais, on peut faire des liens plus facilement à ce moment-là. C'est ça, tu sais, quand tu connais un peu déjà les personnages, tu sais, c'est sûr qu'il y a du vocabulaire qui va comme se retrouver dans les livres. Fait que ça va être plus facile que, tu sais, de tout le temps lire des livres vraiment différents. C'est ça, puis de se replonger dans un nouveau monde à chaque fois. Là, on a comme une espèce de petit confort aussi à le faire. Le prochain livre dont je vais parler, en fait, j'en ai parlé brièvement dans notre premier épisode. Donc, Lynn Painter, Better Than the Movies. Donc, on retrouve Liz et Wes, qui sont ces deux personnages principaux. Donc, Liz, surtout, qui est en fait à la dernière année, senior year de son secondaire. Puis, dans le fond, trippe complètement sur le beau Michael, qui est son ami d'enfance, qui...
miracle revient dans la ville pour la dernière année. Puis, va engager son voisin, Wes, pour un petit peu jouer les entremetteurs pour qu'il puisse l'aider un peu à tomber dans les bonnes grâces de Michael. Mais évidemment, on finit par se rendre compte que Liz a plus vraiment d'intérêt pour Michael, mais bien pour Wes. Puis en plus, ce qui est le fun dans ce livre-là, c'est que justement, ben, le titre le dit un peu, là, Blood on the Movies, là, justement, Liz, elle tripe vraiment sur les romances, les rom-coms des années 2000. Fait qu'il y a souvent comme des petites citations à chaque début de chapitre avec des citations de certains films. Fait que justement, ça peut être le fun de retrouver des films qu'on a, la plupart qu'on a déjà vus quand on était plus jeune. Des petites références à travers le livre aussi. Elle parle de certains films, elle parle de Taylor Swift à un moment donné, me semble. Il y a comme c'est ça, il y a plein de références. Ouais. Tu sais, comme just because she likes the same bizarre crap you do doesn't mean she's your soulmate. The 500 Days of Summer ou 500 jours d'été. Donc, il y a toujours des petites insides comme ça, des petites références là, à la culture. Donc, surtout pour nous qui ont été au secondaire dans les années 2010-2015. C'est vraiment un bijou de livre. Ça se lit super bien. On se sent vraiment une partie entière là, de leur école, de leur groupe. Je trouve tellement ce livre-là, c'est comme si que tu lisais une comédie romantique des années 2000, mais en plus, ce soit un film, c'est un livre. Exact. Ça donne vraiment les mêmes vibes, les mêmes sentiments, puis j'ai pas trouvé ça malaisant du tout. C'était pas très bien fait, très bien écrit. C'était pas trop cliché, oui, il y en avait, mais en même temps, c'était tellement bien écrit que c'était juste comme, c'était doux, c'était léger. Très cute. Puis avoir la suite qui sort... en octobre, je crois. Qui s'appelle Nothing Like the Movies. Si je me souviens bien, c'est un peu le même couple, mais rendu à l'université, un peu comment plusieurs années plus tard, on les retrouve justement pour voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont progressé. Fait que vraiment, un beau petit livre à lire. Est-ce qu'il te restait des romans? Non, c'est ça, je te laissais parler. D'accord. Ben, je vais finir par là. Soyez pas intimidés par l'épaisseur du livre. Il y a 2 livres dans celui-là, ok? C'est parce que j'ai je voulais vraiment absolument montrer ce livre-là, qui est Bridgerton, la fameuse série dont tout le monde parle sur Netflix, qui est de la romance, mais historique, donc un peu fictif parce qu'on se rend compte qu'il y a des éléments de l'histoire, en fait, victorienne qui ont complètement été réinventés. Mais dans le fond, Bridgerton, qui est vraiment une bonne série sur Netflix. On retrouve une famille, en fait, qui ont chacun leurs histoires. Donc ici, on retrouve l'histoire de Daphné et de Anthony. Donc c'est vraiment des livres qui se lisent très très bien, même sans avoir écouté la série. Sauf que justement, si on a écouté la série, c'est encore mieux parce que c'est là qu'on retrouve tous les personnages qu'on aime beaucoup. C'est quelque chose qui se lit extrêmement facilement, c'est drôle, il y a beaucoup d'humour dans cette série-là. Donc c'est ça, quelque chose d'assez léger aussi. On se retrouve un peu, pour ceux qui ont bien aimé Gossip Girl, un peu dans cette histoire, dans cet esprit-là, mais des années avant. Donc avec notre chère Lady Whistledown qui se charge de tout le gossip dans cette société-là. Donc, super intéressant à lire, puis vraiment le fun de retrouver ces personnages-là, en fait, en lecture. Justement, on parle beaucoup de la version en série ou en film qui existe parce que, justement, on se dit que c'est un bon truc pour quelqu'un qui dit que je voudrais lire en anglais, mais là, je suis pas sûre de tout comprendre, mais si tu as vu le film ou la série, ben, c'est sûr que tu vas comprendre le livre parce que tu sais déjà c'est quoi l'histoire, tu sais déjà c'est quoi qui se passe. Puis justement, c'est vraiment un bon truc, parce qu'il y a tellement, justement, de films, de séries maintenant qui sont adaptés de livres, que il y a vraiment beaucoup de choix, puis juste là on en a parlé de plusieurs versions. C'est ça, exact. Ça peut être un très bon truc, comme Juliane dit, parce que sincèrement, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu, donc pour la compréhension, tout de suite, ça va aider. Fait que la catégorie romance, c'est comme surtout ceux-là qu'on propose. Moi, j'ai sorti des livres plus dans la catégorie mystère. Justement, j'ai 3 séries à vous parler, qui sont des séries là, vraiment plus jeunes adultes, parce que justement, je trouve qu'en général, la catégorie jeune adulte est plus simple à comprendre, parce que justement, c'est fait pour des jeunes, des ados, fait que justement, ils vont pas utiliser des mots hyper compliqués. Souvent, la lecture va être plus grosse aussi. Par exemple, première série,
On a The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, justement, qui est une série qui se lit facilement, que c'est pas très compliqué. C'est une fille, dans le fond, qui reçoit du jour au lendemain une lettre, je pense, qui lui dit qu'elle a comme hérité de la fortune d'un vieux monsieur, plusieurs milliards de dollars. C'est vraiment un scénario, que c'est pas de quoi qui t'arrive à tous les jours. Là. Non. Dans le fond, elle, les conditions pour avoir l'héritage, c'est d'aller habiter dans le manoir de la famille la famille qui s'appelle les Hawthorns. Puis cette famille-là, ils ont quatre jeunes garçons qui sont les 4 petits-fils du monsieur âgé qui a donné son argent. Puis là, ben, elle, il faut justement qu'elle finisse par comprendre mais pourquoi c'est elle qui a choisi. Parce qu'elle n'est pas dans la famille, elle ne les connaissait pas du tout. Fait que justement, il y a beaucoup comme de devinettes, d'énigmes. Il y a des passages cachés dans la maison. Il y a un triangle amoureux aussi dans ces livres-là avec 2 des petits-fils. Donc, c'est à se lire vraiment facilement. Puis la deuxième série de Jennifer Lynn Barnes, qui est The Naturals, qui est aussi un peu le même genre. Dans le fond, c'est des ados qui ont été choisis parce qu'ils ont un peu des qualités, des forces particulières qui peuvent aider le FBI à résoudre des crimes. Par exemple, le personnage principal, elle est vraiment bonne pour un peu lire les gens, voir pourquoi ils font telle affaire, c'est quoi l'intention derrière leurs gestes. Il y a justement une fille qui, elle, est capable de savoir si quelqu'un ment. Ils ont tous vraiment des habiletés. Puis ils s'en vont justement aider le FBI dans des cas de meurtre de tueurs en série. Pas mal de tueurs en série d'habitude. Sauf que finalement, ils se rendent compte un peu qu'il y a peut-être des liens un petit peu trop proches avec les histoires de meurtre qui se produisent. Fait que justement, il y a comme un mystère. Un gros mystère qui englobe toutes les... Parce qu'il y en a plusieurs dans cette série-là. Oui, c'est ça, je l'avais pas dit, mais de Inheritance Games, c'est principalement une trilogie. Par contre, là, l'auteur, elle sort comme d'autres livres un peu dans le même univers. Moi, j'ai juste lu la trilogie là, principale. Puis The Naturals, ça, on a 4 livres qui existent là, dans ce monde-là. Donc justement, c'était un nom que je voulais parler parce que c'est facile à lire, c'est pas trop compliqué. Exact. Puis comme tu le disais aussi, le YA, qui est le Young Adult ou Teens, faut pas nécessairement se sentir intimidé ou même diminué par le fait qu'on lise des livres ados ou jeunes adultes. Parce que personnellement, je trouve que c'est des livres justement qui s'adressent peut-être à la base, finalement, à des jeunes adultes ou ados, mais qui finalement se lisent vraiment très bien, peu importe notre âge. Ben oui, vraiment. Puis ça devient beaucoup plus accessible aussi de lire des histoires comme ça. C'est souvent des livres où est-ce que ça va straight to the point, donc vraiment directement au point. Il n'y a pas beaucoup de flafla autour, donc on est rapidement dans l'action, surtout dans les livres que tu as montrés. Oui, justement. Donc ça attire beaucoup la lecture. Il y a plus de dialogue, il y a moins de descriptions. Fait que ça fait justement que c'est plus facile d'embarquer dedans que, mettons, un livre que c'est juste des descriptions puis des choses bien compliquées. Puis, la troisième série, qui est une trilogie aussi que je voulais vous parler, qui est A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson, qui en passant, ben, il y a une série qui s'en vient bientôt le 1er août sur Netflix, que j'ai très hâte de voir parce que j'ai vraiment adoré cette trilogie-là. Justement, tu sais, ça change rien que ce soit un livre jeune adulte. Pour vrai, c'est tellement bien écrit. Le monde qu'elle a créé, le mystère qu'elle a créé est incroyable. Dans le fond, c'est une fille qui est au secondaire qui doit faire un genre de projet là, dans une des classes. Puis elle a décidé justement de prendre un meurtre qui s'est passé dans sa ville il y a quelques années, qui a été résolu, mais elle trouve que ça tourne pas rond. Pour elle, ça fait pas de sens. Fait qu'elle décide, dans le fond, d'aller un peu comme réexaminer le cas de meurtre sous forme d'un podcast. Fait que justement, on suit... oui! On suit le personnage qui s'appelle Pip à travers tout ça, à travers, tu sais, avoir interviewé plein de gens, des gens qui ont été témoins, des suspects. Puis ce qui est le fun dans ce livre-là, c'est que c'est pas juste du texte. Il y a, mettons, des parties que c'est des entrevues. Il y a des parties qu'il y a des cartes, il y a des images, il y a des textos. On voit des bulles de textos, des petits... Oui, tu sais, mettons, on voit, c'est comme des trucs, elle a sorti des rapports de la police, mettons. Fait que justement, c'est le fun parce que c'est pas tout le temps juste du texte d'un roman classique. Puis justement, tu sais, c'est pas trop compliqué à lire. Il y a beaucoup d'action, il n'y a pas trop de description. Justement, tu sais, chaque livre dans la trilogie aussi est comme un peu
un cas différent. Fait que, tu sais, mettons, ce cas-là va être résolu d'ici la fin. Ah, Puis là, le deuxième livre, fun à savoir, ça. Pip, elle décide d'investiguer un autre crime. Tu sais, il y a comme tout le temps quelque chose qui continue. Puis elle est vraiment attachante, le personnage principal aussi. Là, fait que c'est vraiment une série que je recommande beaucoup là, pour commencer à lire en anglais. Ouais. Donc, moi, ben, dans le mystère, j'en avais plus ou moins, mais c'est plus dans la. Ça touche un petit peu, là, c'est dans le fantastique puis la fiction. Donc, malheureusement, j'avais pas la copie physique avec moi, mais ceux qui connaissent Harry Potter, of course, connaissent bien entendu là, Monsieur Tom Felton qui a joué Drago Malfoy. Donc, c'est sa biographie qui, justement, raconte en grande partie comment ça s'est passé pour lui, là, donc tout cet univers-là, parce qu'il était très jeune quand il a commencé ça. Mais en général aussi, les Harry Potter sont une très bonne proposition en fait à faire à n'importe qui les a déjà lus en français ou qui connaît là, les films un peu par cœur comme moi. Puis c'est ça fait en sorte que c'est un univers qu'on connaît beaucoup, qui n'a pas entendu parler d'Harry Potter. Ben oui, je pense que la plupart des gens ont au moins vu un des films. Absolument. Puis justement, ça reste que on le recommande de le lire en anglais. C'est sûr qu'il y a beaucoup de termes qui sont différents. C'est ça. Petit bémol par rapport à ça, parce que J.K. Rowling, justement, est British, donc vient vraiment du Royaume-Uni, d'Angleterre. Donc, déjà, le vocabulaire, c'est sûr que c'est un petit bémol parce que c'est pas tout de suite facile d'embarquer, mais vu qu'on connaît déjà tellement bien l'univers, qu'on connaît déjà justement les personnages et tout ça, un coup qu'on est capable de passer outre le vocabulaire, puis certains mots qui ont été choisis, qui sont un petit peu plus élevés que le vocabulaire de d'habitude. Il n'y a pas juste ça aussi, c'est que le nom des personnages, le nom des lieux, le nom des maisons, c'est différent en anglais. Fait que, mettons, en français, c'est Poudlard, l'école de magie en anglais, c'est Hogwarts. Fait que, il y a quand même ça à s'adapter parce qu'il y a quand même... par exemple, moi, j'ai les ai lus en anglais, j'ai vu surtout les films en anglais. Fait que, je connais les noms des personnages en anglais. Des fois, le rien me parle de tel personnage, puis je suis comme, c'est qui ça? Parce que le nom n'est pas pareil. Ouais, mais ça reste que si tu as déjà vu les films, tu vas comprendre c'est qui pareil. Tu vas comprendre un peu, vu que tu connais déjà l'histoire. Oui. De toute façon, ça ne change pas vraiment quelque chose. Là. Oui, effectivement. Puis, c'est ça, c'est une petite adaptation toujours à faire là, quand on est dans les mondes fantastiques, parce que faut toujours une espèce de temps pour se construire le monde autour puis de comprendre dans quel monde on se trouve. Mais en général, après ça, un coup qu'on est accroché, là, c'est parti pour une belle aventure. Puis justement, tu sais, on a choisi certains livres plus fantastiques, plus genre dystopie aussi. En général, justement, je n'ai pas emmené trop de livres fantastiques parce que je trouve que c'est quand même plus complexe, parce que il y a un monde différent, c'est pas dans le monde moderne d'aujourd'hui, fait que c'est sûr qu'il y a plus de compréhension d'un monde qui se construit. Ça reste que c'est pas impossible là, de lire un livre fantastique si tu commences à lire en anglais, mais c'est peut-être un peu plus complexe. C'est un peu moins accessible à cause justement de l'élément du monde à construire puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est beaucoup plus difficile vu qu'il y a souvent des éléments de magie. Les systèmes de magie fonctionnent pas nécessairement de la même façon d'un livre à l'autre, donc ça peut être plus compliqué. Mais c'est sûr qu'encore là, notre truc de la série ou le film que vous avez déjà vu, que vous aimez, ben, il existe forcément un livre là, par rapport à ça. Puis ça m'amène justement à ma dernière recommandation, en fait, c'est les Hunger Games. C'est un classique, en fait, la plupart du temps, même au secondaire, nous, c'était quelque chose qui était vraiment populaire. Là. Hunger Games, on en entendait parler, les films venaient de sortir. Maintenant, les 3 films sont sortis. Il y en a même eu un 4e là, qui était en fait par rapport à l'histoire qui s'est passée plusieurs années avant. Il y en a un autre qui est en préparation en ce moment par rapport à Haymitch, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire. Donc, Hunger Games, c'est vraiment une bonne lecture parce que, encore là, très très facile à comprendre, même quand on connaît pas l'univers, parce que ça a beau être une dystopie, c'est quand même très bien expliqué dès le départ comment ça fonctionne, comment les districts sont divisés, pourquoi ça s'est passé, pourquoi on se retrouve dans une situation où est-ce qu'il faut qu'on aille des Hunger Games, qu'il y ait des gens qui soient choisis dans chaque district
pour représenter. Donc, c'est vraiment là, autant plaisant à lire qu'à écouter. Donc, ça fait vraiment un bon wrap-up finalement de nos recommandations en général là, pour ça. Ceux qui ont déjà lu Hunger Games, il y a aussi la série Divergent qui est vraiment plaisante à lire, qui a aussi les films. Donc, c'est deux univers qui se ressemblent un petit peu avec chacun leurs différences tout de même, là, mais c'est ça. Des dystopies, c'est toujours intéressant parce que on a quand même un contexte qui se ressemble à ce que notre société aujourd'hui pourrait avoir l'air dans plusieurs années. Donc, c'est souvent plus facile aussi à comprendre facilement. Là. C'est vrai. Fait que, on vous a parlé vraiment de plusieurs livres. Ça reste que moi, je serais curieuse de savoir ce serait quoi vos recommandations à vous, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui lisent en anglais et qui nous regardent, de savoir, ben vous, ce serait quoi les livres que vous recommanderez à quelqu'un qui commence à lire en anglais, ou même, c'est quoi vos auteurs préférés qui lisent en anglais, pour voir un peu... parce que c'est sûr qu'il y en a plein d'autres qu'on aurait pu proposer. Ben aussi. Oui, absolument. Puis tout simplement aussi, c'est quoi que vous lisez en ce moment? Parce qu'on aime toujours savoir, en fait, qu'est-ce que les gens lisent, qu'est-ce qu'on peut rajouter justement à nos prochains livres à lire. Donc voilà, c'est partager vos plus grands amours littéraires, ce que vous êtes en train de lire. Puis, ben, on a pas mal... Ça résume pas mal notre épisode. Oui, effectivement. C'est un sujet qu'on trouve vraiment intéressant à parler. Et qu'on va se revoir dans les prochains épisodes qui vous sortent normalement là, dans 2 semaines. Exactement. Donc, on va toujours essayer de respecter là, notre rythme à 2 semaines. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté notre premier épisode officiel. Oui. Puis, on se retrouve dans 2 semaines. À la prochaine!